Salut à tous et bienvenue sur la chaîne pour une nouvelle critique, non pas d'un jeu vidéo, contrairement à d'habitude, ni à un film ou une série liée à un jeu vidéo. On change un petit peu de registre, mais parce que c'est tout aussi important que le gaming pour moi, et si vous me suivez depuis pas mal d'années, vous le savez. C'est la critique de Michael, le biopic sur Michael Jackson qui sort demain. J'ai eu l'immense honneur, privilège, opportunité de pouvoir découvrir le film en avant-première le 10 avril dernier. Ça fait déjà 11 jours, ça passe beaucoup trop vite, puisque j'étais à la Global Fan Celebration de Berlin, et donc j'ai pu découvrir le film. Bien entendu, si tu es fan de Michael Jackson, si tu as trop envie de voir le film, et si tu n'as pas pu te rendre à Berlin, il y a un vlog ultra complet de 39 minutes juste ici, pour te faire vivre la Global Fan Celebration comme si tu y étais, avec le tapis rouge vendredi soir, les différentes expositions et activités du samedi, la soirée dance floor du samedi soir. Bref, voilà, une vidéo qui, je pense, est une petite pépite pour tout fan de Michael Jackson. Et donc, on pouvait donner notre avis un petit peu sur les réseaux sociaux en sortant du film, mais la critique complète devait attendre aujourd'hui 15h. Et donc c'est pour ça qu'elle sort maintenant. Donc dans cette critique, première partie, je vais vous faire un point assez rapide sur mes points positifs, mes points négatifs du film, ce que j'en pense, etc. Sans aucun spoiler, bien entendu. Et dans la seconde partie de la critique, on va revenir plus en détail sur certains points positifs, mais aussi négatifs, avec des spoilers. Il y aura bien entendu un disclaimer, etc. pour être sûr de ne pas vous faire piéger. Et pour ceux qui veulent d'abord voir le film et revenir après, vous pourrez voir, pour voir si on a le même avis, etc. Donc voilà, sur cela, c'est parti. On va attaquer directement par débunker pas mal de fake news et de grosses conneries que j'ai pu voir de la part des médias habituels. TMZ, Variety, enfin tous ces médias de merde qui ont tenté de surfer sur la hype du film et surtout sur la hype et le retour en force de Michael Jackson pour, bien entendu, traiter ces fameuses affaires de zones sombres qui, effectivement, directement, ne sont pas traitées dans le film, mais ce qui est normal. Puisque le film va traiter de la période de 1966, quand Michael a 8 ans, jusqu'à 1988. C'est pas vraiment un spoil, parce que c'est tout ce qu'on voit dans les bandes d'annonces. On ne voit pas l'ère Dangerous, l'ère History, l'ère Invincible, etc. Puisque on le savait depuis le début, alors ça n'avait pas été vraiment confirmé, mais que ce biopic, ça avait été une communication officielle, allait traiter toute la vie de Michael Jackson jusqu'à sa mort. Et voyant la communication être axée sur la première partie de sa vie, on commençait à se douter qu'il y aurait une partie 2. Et là, ça a été confirmé il y a quelques jours par Jafar Jackson, par Anton Fuqua également, mais aussi Graham Hill, qui ont tous confirmé qu'il y aura une partie 2. Et donc cette partie 2 traitera de 1989 à 2009 et le décès de Michael, sachant que les deux affaires remontent à 1993 et en 2004, en fait c'est totalement logique qu'elles ne soient pas dans la première partie, puisque c'est un biopic chronologique qui traite des événements chronologiques. Mais bon, pour certains médias, forcément, c'est toujours du pain béni de dire ça. Et on a vu également d'énormes conneries, comme quoi la famille de Michael aurait investi 15 millions de dollars pour retourner des scènes et censurer ce biopic. C'est encore totalement fake. Ce qui s'est passé, c'est que la première affaire de 1993, qui était avec la famille Chandler, a été malheureusement un petit peu rapidement mis sous le tapis, parce que Sony et le manager de Michael lui ont fortement conseillé de ne pas se battre et de ne pas aller au tribunal, parce qu'aux États-Unis ça prend énormément de temps, et quand l'affaire explose, Michael est en plein début du Dangerous World Tour. Son album Dangerous vient de sortir il n'y a pas très longtemps, ils sont en pleine période de communication et en pleine tournée mondiale de concerts, et Sony et le manager, voyant l'argent, ils se sont dit on va tout faire pour vite la régler, comme ça on se reconcentre sur l'essentiel. Énorme erreur, bien entendu, parce que c'est à cause de ça qu'il va y avoir la fameuse suspicion, parce que forcément que dans l'intérêt public, si tu payes, c'est que tu as des choses à te reprocher. Cependant,
L'affaire devait vraiment être mise dans le film, puisque justement des scènes avaient été tournées, et si ça a été retourné, c'est parce que justement dans une clause de l'accord judiciaire, c'est la famille Chandler qui a stipulé qu'il ne voulait absolument pas que l'affaire soit réouverte, etc., ni abordée dans un film. Là encore aussi, du coup bizarre, si t'as rien à te reprocher que t'es la victime, au contraire, t'as envie que ton histoire, voilà. Pour l'affaire de 2004 par contre, la famille Arvizo, qu'on rappelle quand même que Michael a payé tous les frais médicaux de Gavin Arvizo qui avait un cancer et qui était très mal parti, il a été sauvé grâce à Michael. Il a ensuite hébergé la famille à Neverland et la famille commençant à profiter de Michael en se faisant acheter des maisons, des voitures, etc. C'est la famille Jackson qui a écarté la famille Arvizo et comme par hasard, 3 semaines après, une plainte a été déposée. Cette fois, Michael est allé jusqu'au bout. Il y avait une vingtaine de chefs d'accusation. Tout a été mis en mode non coupable. Tout a été prouvé que Michael n'avait qu'il est ressorti grand vainqueur, totalement blanchi de l'affaire. Et il faut pas oublier non plus que entre 1993 et 2005, quand il y a eu ces affaires, on ne compte pas les innombrables descentes de police à Neverland ou dans les différentes maisons de Michael, parfois des descentes et des perquisitions totalement illégales, survenues comme ça du jour au lendemain, sans prévenir, où ils ont saccagé Neverland, où ils ont saccagé les propriétés de Michael. Il faut savoir que Neverland, c'était quand même le havre de paix de Michael. Ils ont tellement souillé et massacré Neverland que Michael, sur la fin de sa vie, n'y allait quasiment plus. Et ils n'ont jamais rien trouvé. Les seules choses compromettantes qu'ils ont trouvées, c'était des magazines Playboy, qui sont des magazines totalement adultes. Donc voilà, encore une fois, normalement ces affaires-là seront traitées dans une partie 2. Alors je pense pas l'affaire de 93, puisqu'ils n'ont pas le droit, ou elle va être simplement ébruitée dans le film, mais je pense que l'affaire de 2004, elle sera très clairement mise en avant. Mais voilà, c'était important pour débuter quand même de débunker certaines fake news de ces médias-là. Comme quoi, la neutralité journalistique et la conscience journalistique, le professionnalisme, c'est pas chez tout le monde. Pour ouvrir sa gueule là-dessus, il y en a, mais pour traiter des affaires Epstein avec tous les politiciens et les célébrités véreuses qui ont été plongées dans cette affaire, là par contre, il n'y a plus personne. Bref, voilà, après cette petite mise au point, on passe au point positif et au point négatif, sans spoiler de ce film Michael, et directement en point positif, et bien tout simplement la prestation de Jafar Jackson qui est tout simplement éblouissante, impressionnante. Vraiment, il y a certaines séquences où je me suis dit mais non mais il y a un truc parce que vraiment il est tout simplement extraordinaire. Quand je vois des gens qui disent non mais il ressemble pas à Michael, c'est pas Michael. Non, mais allez voir le film, parce que, alors bien entendu, il y a des plans où on dirait que vraiment c'est Michael, il y a des plans un peu moins, etc., forcément, mais dans sa gestuelle, dans sa façon de parler, dans ses mimiques, dans ses pas de danse, dans ses mouvements, j'ai des frissons juste à en reparler. Voilà, Jafar fait un travail éblouissant, c'est vraiment impressionnant là-dessus. Toujours dans les points positifs, le casting dans sa globalité, que ce soit Colman Domingo dans le rôle de Joe, Nia Long dans le rôle de Catherine, la maman de Michael, ou Giuliano Valdi qui est donc le petit Michael, le casting est vraiment incroyable. Il y a une très bonne direction des acteurs, ils jouent extrêmement bien. Domingo dans le rôle de Joe Jackson, il est effrayant. C'est un monstre. Il reprend vraiment les traits de Joe et c'est vraiment très très bien fait. Toujours dans les points positifs, la mise en scène, la réalisation, le film dans sa globalité. J'ai beaucoup aimé Bohemian Rhapsody, mais je ne suis pas un immense fan de Queen. J'aime beaucoup Queen, je connais dans les grandes lignes l'histoire de Queen, et donc je sais que beaucoup de fans avaient dit que le film n'était pas extrêmement fidèle à ce qui s'est réellement passé, qu'on avait un petit peu arrondi les angles, etc. Par contre, la vie de Michael, je peux vous la réciter sur le bout des doigts. On peut faire un live de 6 heures sur la naissance de Michael le 29 août 1958 jusqu'à son décès le 25 juin 2009 et parler de tous les moments importants de sa vie avec des anecdotes complètement pas connues, etc. Et là, je dois admettre que c'est fidèle
à la vie de Michael, fidèle à ce qu'il est, même dans ses côtés hors de la scène. On va y revenir parce que justement, le film ne se focalise pas uniquement sur l'artiste et la carrière, et c'est ça ce que j'avais vraiment envie. Et la réalisation est cool, c'est-à-dire que pour moi je trouve que c'est très bien filmé, c'est bien mis en avant, il y a quelques petites incohérences, on y reviendra dans les points négatifs, mais globalement t'en prends plein les yeux. Et d'ailleurs, allez voir ce film en cinéma, dans une bonne salle, parce qu'il faut le voir dans des conditions optimales, et c'est du grand cinéma en termes de réalisation, etc. Les prestations live sont bien retransmises, etc. On passe un moment exceptionnel, on a l'impression d'être au concert, en plus forcément moi c'était pendant la Global Fan Celebration, il n'y avait que des fans, pendant les prestations live, les gens étaient en concert, ils se levaient, ils applaudissaient, ils chantaient, encore une fois j'ai des frissons juste à en parler, c'était une expérience à vivre et j'espère qu'on vivra ça au cinéma. Toujours dans les points positifs, la fidélité des clips, des moments importants, des prestations live, encore une fois. On a parlé des 25 ans de la Motown quand il fait son premier moonwalk, etc. C'est reproduit à l'identique. Alors là, encore une fois, il y a 2-3 trucs à revenir, on y reviendra. Mais voilà, les phases de concert, etc. Enfin, le making-of, on voit des clips de Beat It, de Thriller, etc. C'est excessivement bien réalisé. Et on s'y croit en fait. Et ça, c'est vraiment cool. C'est vraiment cool. Toujours dans les points positifs, je l'ai un petit peu dit, mais globalement, le film respecte finalement la réalité. C'est-à-dire qu'il y a certaines anecdotes, etc., qui sont mises en avant, qui sont expliquées sur qui est Michael en dehors de la vie. J'ai beaucoup aimé des moments. Alors, j'en parlerai plutôt dans la partie spoiler, parce que c'est pas grand-chose, mais j'ai tellement envie que vous découvriez le film que par vous-même, que voilà. Mais il y a vraiment des petites choses que, si t'as pas lu la biographie, l'autobiographie de Michael, où lui en parle de lui-même, tu peux même pas le savoir en fait, et donc ça c'est vraiment très cool parce que ils ont vraiment mis en avant des choses qui ne sont pas connues de ce que Michael faisait dans sa vie privée, et ça c'est assez cool. Toujours dans les points positifs, il y a quelques anecdotes vraiment sympathiques et pas très connues, donc ça rejoint un petit peu. Le côté privé et les démons de Michael sont mis en avant, pas seulement le côté carrière, comme je vous l'ai dit, ça c'était vraiment une attente. J'en ai aussi déjà un petit peu parlé, mais il faut savoir que Michael est un homme torturé, que c'est un homme qui n'a jamais été vraiment heureux, qui a été privé de sa vie, et qui préférait être ami avec les animaux plutôt qu'avec les humains, et tout ça est mis en avant. C'est ce côté un petit peu bizarre aussi de Michael, qui faisait que voilà, il n'avait pas confiance aux êtres humains, notamment aux adultes, etc. Ce syndrome de Peter Pan, qui est obsédé par la jeunesse, de ne pas grandir, et obsédé par ce monde imaginaire où les problèmes n'existent pas, tout ça est mis en avant, et je trouve que c'est vraiment très cool, tout comme le traumatisme de son enfance lié à son père, et ça j'avais vraiment peur qu'on le zappe, parce que pour moi c'est quelque chose de ultra important pour comprendre qui est Michael Jackson au-delà de son du génie créatif et du génie scénique qu'il était, et donc je suis très content que ce soit abordé dans le film. Toujours dans les points positifs, le film sera en 2 parties, ce qui est une très bonne chose, parce que on va en parler dans la partie spoiler. Le film fait 2h07, moi je pense qu'il manque facilement une demi-heure, parce qu'en 2h07, ils ont évoqué énormément de points importants, etc. Mais certains points vont peut-être un petit peu trop vite, et certains points, eux, ne sont pas évoqués, et ça c'est dommage, donc c'est déjà bien, parce qu'en une fois, j'imagine pas le carnage que ça aurait été. Là, en 2 fois, c'est quand même bien, c'est un point positif que le film ne soit en 2 parties. Dans les points négatifs qu'on va également un petit peu survoler avant la partie spoiler où je rentrerai en détail, on a certains personnages qui sont très peu présents, voire totalement absents. Là encore une fois, je vais y revenir dans les points, dans les spoilers, mais il y a des personnes qui font quand même partie de la vie ultra importante de Michael, et qui ne sont soit pas du tout mis dans le film, soit juste abordés, et ça je trouve ça un petit peu bizarre. Alors je mettrai un petit peu ma main à couper qu'il y ait une version longue du film. Je pense que je ne serais pas étonné que dans le Blu-ray, quand il sortira cet été, il y ait une version longue, parce qu'il y a des séquences des trailers, qui ne sont pas dans le film. Il y a des répliques dans les trailers qui ne sont pas dans le film, dont un moins une période off the wall, donc c'est sûr et certain que c'est pas pour plus tard, mais il y a une séquence de off the wall que, en revoyant les trailers, je me suis dit mais attends, ça c'est pas dans le film, donc voilà. J'y reviendrai aussi dans la partie spoiler. Toujours dans les points négatifs, quelques incohérences sur certains passages, notamment sur l'ère thriller. Donc là aussi, comme je vous l'ai dit, le film, dans sa globalité, pour 90% du film, il est cohérent, il respecte bien ce qui s'est passé, etc. Mais pour moi, il y a quelques incohérences qui m'ont un petit peu dérangé, parce que justement, c'est tellement cohérent et c'est tellement bien fait sur certains détails, etc. que je ne comprends pas pourquoi il peut y avoir certaines incohérences sur d'autres passages. Toujours dans les points négatifs,
Le film est très complet, mais malgré ça, certains passages sont expédiés trop vite, voire certains passages ne sont pas du tout dans le film. Je vais y revenir là aussi dans la partie spoiler. Pour moi, il y a un passage qui est ultra important dans la carrière de Michael, qui se déroule en 1984-1985, qui n'y est pas. Et là, dans ma tête, je me dis, mais comment ? Comment? Alors que ça, en un petit quart d'heure, je pense que ça pouvait être mis dans le film. Donc c'est dommage, c'est dommage. Toujours dans les points négatifs, la prestation de la Motown 25 qui est à la fois extrêmement bien filmée, extrêmement bien reproduite, etc. Mais il y a 3 détails qui m'ont agacé. Vraiment, c'était même agacé. Genre, ça m'a énervé. Là encore, on en parlera dans la partie spoiler. Toujours un point négatif, des passages très importants. Donc c'est un petit peu, ça revient un petit peu sur ce que j'ai dit dans certains passages qui sont expédiés trop vite ou absents. Il y a des passages très importants, donc j'en ai pensé à un, mais là encore dans la partie spoiler je vous le dirai, il y a 2-3 passages qui pour moi sont extrêmement importants dans la vie de Michael, qui n'ont pas été mis en avant, mais ici qui sont importants pour la suite dans la partie 2. Et donc je comprends pas pourquoi ils n'ont pas été évoqués, surtout que certains passages auraient pris juste 2-3 minutes et ça aurait pu largement le faire. Et enfin, dernier passage, certains détails zappés et pas expliqués. Alors ça c'est micro-spoil, mais parce qu'en fait c'est des choses que si on n'est pas fan de Michael et de sa vie, on ne peut même pas le savoir, mais il faut savoir que Jermaine Jackson a quitté les Jackson 5 au début des années 80, fin des années 70, parce qu'il sortait avec la fille de Berry Gordy, qui était le chef de la Motown, et que lorsque les Jackson ont voulu quitter la Motown pour aller chez Epic, et ben Jermaine n'est pas parti, ce qui a causé pas mal de tensions dans le clan Jackson, et c'est en changeant de maison de disques que les Jackson 5 n'ont pas plus ont dû abandonner ce nom pour venir The Jacksons. Et par exemple tout ça c'est pas évoqué. Donc en fait il se passe ce qui se passe dans le film, et en fait on a un concert des Jackson 5, puis après il se passe des trucs, et on arrive avec le concert des Jacksons sans Jermaine. Nous ça va que les fans on sait un petit peu, par contre je pense que quelqu'un qui va découvrir Michael, il va se dire attends comment ça se fait que... Enfin rien n'est expliqué. Et ça fait partie aussi des fois des choses que dans le film certaines choses sont expédiées trop vite et que c'est un petit peu dommage. Voilà un petit peu ce que je peux vous dire sur les points positifs et points négatifs. Globalement j'avais des attentes qui étaient hautes jusqu'ici, et le film il est là. C'est-à-dire que moi si vous me suivez quand même depuis pas mal d'années sur Rockstar Mag, Naughty Dog Mag, etc. vous savez que j'essaie d'avoir un maximum d'objectivité et de neutralité sur les critiques, sur les jeux que j'attends, etc. Mais au contraire, sur du Rockstar et Naughty Dog, je vais peut-être être encore plus dur, parce que comme je suis ultra fan, j'ai des attentes qui sont encore plus hautes. C'était un petit peu le cas sur Michael, c'est-à-dire que j'avais énormément d'attentes, j'avais très peur, mais en vrai, oui, c'est pas parfait. Oui, il manque des trucs. Oui, il y a des incohérences, etc. Mais à côté de ça, il y a tellement de choses qui sont extrêmement bonnes, etc. que je peux en ressortir que extrêmement satisfait. Et je me dis simplement que ce film retrace la naissance et l'éclosion de Michael Jackson, alors que la partie 2 va retracer la descente aux enfers et la mort de Michael Jackson. On assiste à une renaissance, on revit la renaissance et la naissance du roi de la pop, là où dans la partie 2, on va revivre sa mort, et je pense qu'on n'est pas prêt, parce que si tu ressors avec le grand smile, même un petit peu ému, parce qu'il y a certains passages qui sont durs dans le film, on va y revenir dans la partie spoiler, mais globalement c'est un film positif. C'est un film où justement on assiste à la naissance de la plus grande star de l'histoire, et qui ne le sera à vie. Et dans la partie 2, si c'est aussi bien réalisé, on va réassister à son décès, et je pense que sur ça, on ressortira pas avec un grand smile lorsque la partie 2 sortira. Voilà les amis sur cette critique globale. Maintenant, à partir de maintenant, attention, là je vais mettre un timer, spoiler de temps à temps, et on se retrouve à la fin des spoilers. C'est parti. Donc, on attaque avec vraiment les points positifs. Et donc je disais le casting est Cole Domingo qui joue Joe Jackson. J'avais vraiment peur que le film se concentre vraiment sur la carrière de Michael et qu'il soit un petit peu édulcoré. Édulcoré à la fois sur les démons et la face sombre de Michael, mais aussi de son entourage. On le sait, Joe Jackson est un véritable tyran, c'est un enfoiré de première. Je sais plus qui disait ça, mais il y avait une personne qui avait dit « Si on a eu Michael Jackson, c'est grâce et à cause de Joe Jackson », et je trouve que c'est extrêmement vrai. À cause, parce que lorsque l'on lit l'autobiographie de Michael Jackson, on se rend compte que Michael n'a jamais été heureux dans sa vie.
C'est une personne qui, limite, a été un esclave. Il n'a jamais eu son mot à dire. Il n'a pas choisi à 6 ans, à 8 ans de parcourir les terres, les routes de l'Indiana jusqu'à New York, par exemple, pour se priver d'enfance, etc. Et à la fin de la lecture de l'autobiographie, j'étais même limite... Je culpabilisais limite d'être fan de Michael, de me dire j'ai un petit peu contribué au système de cette personne qui n'a finalement jamais eu de décision dans sa vie, etc. Alors attention, hein, bien entendu, Michael a toujours dit qu'il était heureux d'être sur scène, d'avoir ses fans, etc. Et on peut pas dire que c'est le mec qui a été le plus malheureux, etc. Mais il y a quand même une grande part de sa vie qui ont été des traumatismes parce qu'il n'a pas pu vivre tout ça. Et j'avais vraiment envie qu'on montre ça. Et les 5 premières minutes du film, j'ai eu très peur parce que Joe est limite montré comme... le mec dur mais juste, en mode, voilà, si on veut arriver au sommet, faut travailler dur, c'est tout. Et je me suis dit, waouh, et ben non, ils ont vraiment montré les phases où Michael se fait littéralement démonter la gueule, même des scènes qui sont dures. Hein. Dans la salle, il y a des gens qui détournaient le regard. Il y a des scènes qui sont dures puisqu'on voit un mec, un ancien boxeur, hein, Joe c'est un ancien boxeur, qui fracasse son gamin de 8 ans à coups de ceinture et tu vois tout. Donc ça j'ai bien aimé, c'est un petit peu sadique de dire ça, parce que on montre à quel point le côté viscéral, violent de Joe, et Coleman le joue extrêmement bien. C'est bluffant. Et ça va se retranscrire dans tout le film. C'est-à-dire que même Michael, quand il aura la vingtaine, la trentaine, et qui va se retrouver avec son père et tout, tu vas voir des petits gestes qui font qu'il a encore peur de son père, et ça c'est incroyable. Pareil pour Nia Long, elle joue extrêmement bien la mère de Michael, c'est vraiment exceptionnel. Encore une fois, voilà, le casting est vraiment incroyable. Je parlais un peu des moments qui respectent un petit peu les anecdotes. On a plein de choses sur l'adoption de Bubbles, sur des temps. Michael disait dans son lit qu'il passait beaucoup de temps avec sa mère à regarder des films le soir, etc. Tout ça est mis en avant, etc. Ce côté très fort mère-fille qui est mis en avant, j'ai beaucoup aimé. Et ce que j'ai aimé, c'est que c'est tout en subtilité. Ils n'en font pas trop. Parce que, par exemple, pour Bubbles, qui est son petit chimpanzé, il faut savoir que Michael, à la base, a visité un centre scientifique dans lequel il faisait des tests sur les animaux, et Bubble avait été retiré de sa mère et il faisait des expériences sur lui. Et Michael a voulu le sauver, il a adopté ce chimpanzé en le sauvant de ce centre qui est un chimpanzé qui était hors de son état habituel, loin de sa mère et sur lequel on faisait des expériences. Et ben là en fait, juste Michael le reçoit chez lui, le singe arrive limite par Chronopost et il le dit à sa famille, bah voilà, on faisait des expériences sur lui, je voulais... Voilà, c'est et très rapidement, et on va pas faire passer Michael pour le saint machin qui est le sauveur de tous les animaux. Non, voilà, on sait qu'il adore les animaux, il a voulu le sauver. Voilà, pour son vitiligo, donc sa maladie de la peau qui dépigmente la peau, c'est pareil. C'est-à-dire qu'à un moment, il fait une visite pour se faire refaire le nez, et on voit son bras qui a des taches, le médecin lui en parle, et lui il explique, etc. Voilà, on fait pas un gros focus là-dessus. Pareil pour le nombre de fois où il a fait des dons à des hôpitaux, etc. À chaque fois, en fait, tout est dit, mais c'est en subtilité, et on se focus pas là-dessus pour faire passer Michael pour Mère Teresa, et ça, je trouve ça très bien, parce que ça aurait pu, justement, contribuer aux haters en disant « Ouais, non, mais le film, il fait tout pour montrer Michael. » Non, là, en fait, oui, ça fait partie de la vie de Michael. C'était quelqu'un d'extrêmement aimant avec les animaux, de extrêmement bienveillant, gentil, qui a fait... C'est le recordman à l'heure actuelle du nombre de dons dans les différentes associations caritatives, hôpitaux pour enfants, etc. Et c'est simplement évoqué comme ça, et ça, j'ai beaucoup aimé. Globalement, voilà un petit peu pour la partie spoiler des parties positives. Forcément, il y a beaucoup plus de parties négatives dans lesquelles je vais revenir, et en disant que justement, il y a des personnes qui ne sont pas beaucoup mises en avant. Diana Ross qui n'est quasiment pas dans le film. Je crois qu'on la voit 30 secondes, puisque c'est elle qui repère les Jackson 5, donc on la voit au tout début du film. Elle va prendre contact avec Joe et la présenter à Berry Gordy, qui est donc le patron de la Motown, et c'est tout. Et ça, je comprends pas, parce que Diana Ross, c'est tout simplement la femme de la vie de Michael. C'est sa seconde maman et la femme de sa vie, l'amour de sa vie. Michael a même vécu chez Diana Ross quand il est arrivé à Los Angeles, etc. Diana a toujours été ultra présente tout au long de la vie de Michael jusqu'à son décès. Et là, on ne la voit jamais. Je ne comprends pas, je comprends pas. Je comprends pas. Quincy Jones, en fait, tu le vois, mais très brièvement, pendant la confection de Off the Wall, et après, pour Thriller et Bad, il est plus là. Et d'ailleurs, c'est ça, il y a une séquence dans le trailer où on voit Michael chez Quincy en bas d'escalier en train de composer sur un piano. Alors,
est-ce que ça m'est sorti de la tête? Mais je crois que dans le film, cette séquence n'y est pas. Et donc je me dis, c'est pour ça que je me dis, est-ce qu'il n'y aurait pas une version longue? Mais voilà. Donc il y a beaucoup de passages avec Quincy où Quincy, pareil, sans Quincy Jones, il n'y a pas de Michael. Il n'y a pas de Michael, c'est vraiment lui qui lui a fait son premier album avec Off the Wall, qui a enchaîné avec Thriller, qui a enchaîné avec Bad. Ils ont arrêté leur collaboration en 92 pour Dangerous, mais c'est une personne extrêmement importante, un mentor, quelqu'un qui a aidé profondément Michael. Et il est brièvement abordé. Et je suis assez déçu de ça. Donc voilà, il y a plein de personnes comme ça qui, je trouve, ne sont pas assez mises en avant et qui sont pourtant extrêmement importants dans la vie de Michael. Toujours dans les points négatifs, des incohérences, voilà, effectivement, sur la période Thriller, par exemple. Le clip Thriller, il est tourné bien après la Motown 25. Il faut savoir qu'à la base, Thriller, c'est un petit succès. Il se vend à peu près comme Off the Wall. C'est pas un énorme succès tant que ça. Mais Sony est quand même satisfait des ventes. Et c'est vraiment, en fait, avec la Motown 25, quand Michael va faire Billie Jean en live, que là, ça va exploser et qu'ils vont vendre 1 million d'albums par semaine. Et que là, par contre, ça va prendre des proportions totalement folles. Et le clip Thriller sort bien après. Et il faut savoir qu'à la base, la maison de disques dit, bah non, Thriller, il est largement au-dessus de nos attentes. On arrête les clips, on arrête la promo, et c'est Michael qui va financer son clip pour pouvoir faire le clip Thriller. Et ça, en fait, la timeline n'est pas respectée parce que Thriller est filmé et donc financé avant la Motown, etc. Non, ça, il y a des incohérences. Pareil, le premier clip qui arrive sur MTV, c'est Billie Jean, mais on ne montre pas la conception du clip. Par contre, Beat It, qui lui sera le deuxième clip à arriver sur MTV d'un artiste noir, j'entends, bien entendu. Lui, on voit le making-of. Pareil, Thriller est tourné avant et il est dans les négociations pour passer sur MTV, alors que normalement il arrive bien après Billie Jean et Beat It. Voilà, il y a quelques incohérences au niveau de la timeline sur tout ça qui m'ont imposé un petit peu souci. Toujours dans les points négatifs, les moments importants qui ne sont pas évoqués. Il n'y a aucune mise en avant des Grammys. C'est-à-dire qu'à un moment, on voit un flash de 30 secondes de Michael aux Grammys de 1984, oui, ou 84, quand il remporte tous les Grammys, que c'est le record en une nuit. On voit vraiment une fraction de seconde Michael posé avec tous ses trophées, qui est une image culte, mais en fait on n'explique rien. On ne sait pas que cette nuit-là, il a marqué l'histoire des Grammys. Pareil, on ne montre pas les Grammys de 1980 avec Off the Wall. Grammys de 1980, il gagne un prix. Michael ressort fou de rage de la cérémonie en disant que s'il a gagné qu'un prix, c'est parce qu'il est noir et que il est boycotté et que de toute façon, il est tellement énervé qu'il va montrer à l'industrie, il va leur faire l'album le plus vendu de tous les temps, l'album qui en fait aura tellement de succès qu'il ne laissera pas le choix à toutes ces personnes-là de quand même le mettre en avant. C'était une prémonition de dingue, parce que 3 ans plus tard, c'est ce qu'il fait. Et ça, en fait, il aurait fallu le montrer. Comme il aurait fallu le montrer aux Grammys quand, justement, il remporte tout. Et très important, parce que 1988, les Grammys, qu'on verra sans doute dans la partie 2, pour Bad, il en remporte 0. Donc, voilà, c'est très important de ça, et ça y est pas. We Are The World. We Are The World, où Michael et Lionel Richie vont réunir en une nuit toutes les stars les plus importantes de la musique, et en une nuit, ils vont créer la chanson caritative qui a remporté le plus grand succès de l'histoire. C'était une prestation de dingue, et juste après les Grammys de 84 justement, et ça c'est pas montré non plus. Alors que c'est un moment quand même, We Are The World, c'est quand même un moment extrêmement important. Donc voilà, en fait, alors après forcément tu te dis, bon bah si tu dois montrer ça devient compliqué, mais il y a beaucoup de films aujourd'hui qui sortent comme du Oppenheimer qui fait 3 heures. Vous auriez pu faire un film de 3 heures, voire 2h40, un truc comme ça. Et ça, pour moi, ça manque. Ça, pour moi, ça manque. C'est des choses où tu peux pas passer à côté. On parlait de la Motown 25. La Motown 25, c'est une prestation historique de Michael, parce que c'est quand même le premier moonwalk, mais totalement objectivement, c'est la pire prestation de Billie Jean. C'est sa première, c'est celle qu'il a moins travaillé, et il y a plein d'anecdotes autour de ça. Déjà, la prestation de la Motown commence directement quand Michael chante. Alors là aussi, dans les trailers, tu vois Michael faire le mouvement du chapeau. Dans le film, non. Dans le film, directement, il chante. Le chapeau est déjà plus là. Donc là encore, c'est encore une théorie sur laquelle, pour moi, il y a plus une version longue du film.
Mais cette prestation, il y a plein d'anecdotes. C'est-à-dire qu'au début, il faut savoir que Michael ne fait plus partie de la Motown. Michael ne veut plus avoir affaire à la Motown. Et Berry Gordy insiste de ouf. Et Michael lui dit « J'accepte à une condition de remonter sur scène avec mes frères, de chanter des chansons de la Motown pour l'événement de la Motown, si tu me laisses chanter une chanson qui ne fait pas partie du catalogue Motown. » Donc c'est une négociation assez compliquée qui va finir par pencher en faveur de Michael, puisque Berry Gordy ne peut pas se passer de Michael Jackson en 1983, et 84, 83, je sais plus. Et en fait, Michael chante avec ses frères, et il y a un moment historique où justement il dit « J'adore ces chansons-là, ça fait partie de mon passé, ce sont des bons moments, j'adore et je chéris vraiment ces moments, mais il y a quelque chose que je préfère, c'est les nouvelles chansons. » Et là, il met son chapeau et Billie Jean part. Et ça, j'aurais voulu le voir. Pareil, j'aurais voulu voir en avant. Il faut savoir que l'idée du gant à paillettes et de la veste à paillettes noires et de cette tenue Billie Jean, avec le haut gris-blanc, la tenue noire et le gant à paillettes, c'est parce que c'était là qu'on voyait vraiment les premières grosses traces de vitiligo, que Michael ne voulait pas montrer ça, et qu'il a trouvé un gant à paillettes dans les loges, il l'a mise, et en fait, pour aller avec son gant à paillettes, il a changé sa veste, et la veste noire, c'est la veste de sa mère. Ça, c'est une anecdote de fou que j'aurais voulu voir. Et pareil, la prestation, comme je vous l'ai dit, c'est une des pires prestations de Billie Jean, parce que c'est celle qui est moins travaillée, etc. Et lorsqu'il enchaîne le moonwalk, le spin sur lui et les pointes, il rate les pointes. Il les rate complètement. Là où dans le film, il les réussit parfaitement. Et ça, c'est extrêmement important parce qu'à la fin de la prestation, il va dans les loges et Michael, il est en larmes. C'est pas qu'il est triste, c'est pas qu'il est déçu, il est en larmes. Il pleure toutes les larmes de son corps en disant « J'ai foiré ma prestation ». Il faudra attendre le lendemain que Fred Astaire envoie un télégramme à Michael en lui disant « J'ai vu ta prestation, j'attendais la relève, elle est là ». Avant que Michael soit à peu près satisfait. Et là, dans le film, bah, tu vois sa famille arriver et tout, et Michael, il a le sourire en mode « Ah là là, je me suis un petit peu raté ». Non, mais c'est pas ce qu'on voit en scène. Donc, la Motown 25, j'avoue que j'ai été quand même un petit peu frustré. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre, si ce n'est que, globalement, je pense que j'ai fait le tour, là. Je pense que j'ai fait le tour. Il y a forcément peut-être des choses. J'ai pu voir le film qu'une fois. C'est il y a une dizaine de jours. Je vais y retourner le voir. Mais voilà, globalement, je pense que j'ai fait le tour. Il y a peut-être des petites choses qui me reviendront un petit peu. Et on en parlera sur les réseaux sociaux. En tout cas, j'ai hâte d'avoir vos retours à vous. Vraiment, de voir un petit peu ce que vous allez en penser, etc. N'hésitez pas à m'envoyer plein de choses sur les réseaux sociaux, de me taguer, etc. Je veux vous voir ce film et aller voir tout cela. Ça me fait vraiment trop plaisir. J'ai trop hâte de pouvoir en discuter avec vous. Et je pense que ça va être un succès colossal. Voilà un petit peu les amis sur ce que je peux vous dire sur cette critique du film Michael. N'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire de faire vos retours, etc. Sur cela, ben c'est tout pour moi. On n'oublie pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et nous, eh ben on se dit à très vite sur la chaîne pour plein de nouvelles choses. Prenez soin de vous.